Oui. Est-ce que vous nous entendez? C'est parfait. Parfait, merci. Alors, évidemment, je voudrais vous remercier de nous avoir invités. Je dis nous parce qu'il y a autour de moi une cinquantaine de personnes réunies sur ce séminaire annuel que nous conduisons. Mais au-delà de ces membres du réseau Risque Majeur Éducation, il y a aussi des représentants de la collectivité perpignanaise, de la préfecture, du rectorat et des porteurs de papier. Donc, nous ne sommes pas seuls et tout le monde vous entend avec le plus grand plaisir. Simplement, nous avons des contraintes d'horaire extrêmement prégnantes et dans 10 minutes, nous serons obligés de vous abandonner. Alors, le témoignage que nous voulions porter est évidemment un témoignage qui est essentiel parce que pour développer des comportements responsables et adaptés, eh bien, effectivement, vous ne contesterez pas le fait que l'éducation est le pilier essentiel de la construction de ces comportements. Et une éducation dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Donc, c'est là-dessus que nous nous basons pour construire ces comportements intimement liés à la question de l'éducation. Donc, nous avions prévu un petit PowerPoint, mais je crains que cela ne soit un peu trop compliqué et que cela alourdisse effectivement le discours qui doit être extrêmement rapide. Mais vous dire que l'un des enjeux éducatifs pour nous est de rendre tangible le risque, quel que soit le territoire. Le prétexte de dire mon territoire n'est pas un territoire à risque n'est pas une excuse pour nous, et c'est bien sur tous les territoires. Ces enfants vont être des citoyens de demain et qui seront susceptibles de se déplacer et qui seront confrontés à d'autres risques que ceux dans lesquels ils vivent. Donc la question aussi du récit d'événements passés entretient la mémoire du risque, nous pouvons nous appuyer là-dessus, et permet d'appréhender la vulnérabilité du ou des territoires et humanise incontestablement l'impact sur la vie locale. Donc pour nous, éduquer, c'est aussi comprendre pour pouvoir agir. Mais agir avant en diminuant sa vulnérabilité. Et c'est effectivement à travers un certain nombre d'actions qui sont conduites au sein du système éducatif, mais au-delà, et en particulier lors des exercices PPMS à l'école, que les élèves peuvent toucher du doigt effectivement la réalité d'un certain nombre de risques potentiels, mais aussi de comportements adaptés dont ils doivent s'emparer. Il y a aussi effectivement la possibilité, à travers certains qui ont développé dans leur cellule familiale, le PFMS chez moi, mieux je serai préparé, mieux je serai en capacité de rebondir. Alors, par ailleurs, il est vrai que le dérèglement climatique impose aussi de poser des bases de décision, en plus des comportements, qui devront être adaptés pour le futur. Et nous avons cet après-midi la présentation d'une pièce de théâtre qui pose la question du devenir de nos territoires en fonction des décisions qui sont prises. Cette pièce de théâtre, elle a été construite pour les jeunes, de façon à ce qu'ils touchent une réalité à venir et la responsabilité qui leur incombe aussi. L'éducation, dès le plus jeune âge, poursuit un objectif incontestablement culturel, mais aussi donc un objectif opérationnel. À l'heure actuelle, tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques. Et à travers le bulletin officiel, ils ont aussi, les enseignants, l'obligation, et les établissements scolaires, de se doter de ce fameux PPMS pour adopter la mise en sûreté des élèves et des adultes. Donc nous avons beaucoup progressé par rapport à tout cela. Il y a forcément la nécessité d'aller plus en avant, de mobiliser l'ensemble des acteurs en territoire, de façon à ce que ces jeunes puissent se considérer dès le plus jeune âge comme des citoyens à part entière. Alors on a les cadets de la sécurité dans les établissements scolaires qui sont aussi un espace possible d'éducation dans ce domaine,
Et puis il y a aussi les sapeurs-pompiers, hein, les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Donc il faut arriver à coordonner tout cela, à donner de la dynamique, puisque dans les établissements d'enseignement, ce sont les éducations à quelque chose, éducation au développement durable, éducation à la sécurité, éducation à la citoyenneté, qui permettent aux enseignants un travail commun et un travail à l'interdisciplinarité. Dans différentes disciplines, il y a des entrées qui sont effectivement propices à cela. Il faut cependant que les enseignants aient la volonté et la capacité à s'en emparer. Lorsqu'ils ont, dans un établissement scolaire comme celui dans lequel nous sommes au lycée Arago de Perpignan, il y a cette dynamique qui existe, à tel point que l'établissement s'est vu remettre le bouclier de la résilience, qui est une distinction pour des établissements particulièrement actifs en matière à la fois culturelle et opérationnelle. Et ils sont très heureux de pouvoir ainsi être valorisés. Alors, je terminerai parce que je suis obligée d'être très rapide, mais vous dire que l'éducation des jeunes, bien évidemment, ne se fait pas uniquement à travers le temps scolaire. Là, évidemment, les élèves sont captifs, donc c'est plus facile. Mais il y a aussi d'autres sphères de la vie, dont les activités périscolaires et les activités de loisirs qui permettent d'inscrire, d'ancrer cette éducation à la prévention des risques d'une manière tangible. Ces temps sont encadrés par des animateurs qui doivent aussi s'inscrire dans la continuité des actions conduites en temps scolaire. Donc, à l'échelle de la commune, des synergies existent entre les responsabilités du maire et les responsabilités du chef d'établissement. Et ça passe aussi par l'information des parents, par l'information de la population, autrement dit par la mobilisation de tous. Le réseau national risque majeur éducation, qui est animé par l'IFORM, participe activement à ces dynamiques d'acculturation des populations et bien évidemment des jeunes en particulier. Voilà le message que nous souhaitions vous délivrer et auquel, je n'en doute pas, tous les gens qui sont autour de moi s'associent. Merci beaucoup, Madame Pierron, pour cette introduction et ce challenge pour cette table ronde sur les comportements face au risque. Donc nous vous remercions. Je pense que vous n'allez pas avoir le temps de répondre aux questions au vu du congrès en parallèle. Du coup, nous allons poursuivre les temps de présentation avec Monsieur Courant. Monsieur Courant, vous avez piloté la mission Courant, le rapport sur la culture du risque, et ce n'est pas neutre parce que vous avez œuvré très longtemps et vous continuez à œuvrer sur la culture du risque, ou la culture scientifique plus largement. Monsieur Courant, finalement, comment faire en sorte pour avoir des comportements adaptés face au risque? Quels sont les grands défis que nous devons relever ensemble? Vous nous entendez? On ne vous entend pas. Votre micro doit être coupé. Non, on ne vous entend toujours pas. Oui. D'accord. Donc, pendant que la connexion s'établit avec votre micro, ce que je vais faire, c'est passer la parole à Monsieur Lagotterie. Monsieur Lagotterie. Eh bien, nous partons. Voilà. Nous avons fait notre part. Il va falloir peut-être couper le micro, Madame Pierron, oui, sur la connexion. D'accord. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation. Nous sommes obligés de vous abandonner, mais nous sommes de tout cœur avec vous pour la suite de vos travaux. Merci et bon congrès. À très bientôt. C'est notre régie? Ah oui, zut. D'accord, merci. Monsieur Lagotterie, la parole est à vous. Eh bien, merci. Je vais vous narrer une expérience que j'ai vécue il y a une quinzaine d'années et qui pourrait se résumer en une phrase. Même quand on sait,
on refuse de voir et d'admettre la vérité et les choses. Bon, j'étais d'Irène en 1998 de la région Centre, et j'ai donc pu participer à l'élaboration de la stratégie du plan Loire Grandeur Nature et à sa gestion pendant une dizaine d'années. Je retiens que pour établir cette stratégie, il a fallu beaucoup de savoir et de compétences, de connaissances partagées et un travail collectif pour l'établir. Et heureusement, il y avait au sein de la DIREN, au sein de l'équipe pluridisciplinaire Plan Loire portée par l'Agence de l'eau et de l'établissement public Loire, des gens qui étaient compétents et qui avaient une volonté de travailler ensemble pour établir une stratégie intelligente. Dans cette stratégie, il y avait la destruction d'environ 150 maisons situées à La Bouillie, qui est un lieu-dit de Blois situé environ en amont de Blois et qui est en aval d'un déversoir d'une digue de Loire qui a été créé pour protéger la ville de Blois et surtout les axes de communication et les ponts. Sachez quand même que la Loire, en 4-5 heures, peut monter de 4-5 mètres. Et si cela se passe en pleine nuit, évidemment, vous imaginez que les gens qui sont derrière un déversoir ont toutes les chances, malheureusement, de mourir, ou les chances, avec des guillemets, bien sûr, de mourir pendant leur sommeil. Alors c'est en dialoguant avec les autres aussi que une stratégie, même si elle est bonne, peut un peu se diffuser. Et nous avons eu la chance de trouver des élus à la communauté d'agglomération de Blois, des élus courageux et compétents et qui ont voulu résoudre le problème. Et donc, ils ont zadé, c'est-à-dire que ça laisse 14 ans pour acheter des maisons, exproprier, acheter des maisons ou exproprier et détruire ces maisons. Et l'achat de ces maisons se faisant au prix du marché quand même, ce qui est bien puisque les maisons ont perdu toute leur valeur. Sachez quand même que ces 150 maisons ont été construites entre les deux guerres, principalement, et que c'était une agression à l'intelligence, puisque ceux qui ont laissé faire cela, évidemment, portent une très grande responsabilité. Très tôt, le préfet, suite à la mise en place de cette ZAD, m'a appelé pour me dire il y a une association qui s'est créée, qui est contre le projet, et qui diffuse des informations complètement erronées, tout est dit, et n'importe quoi. Et je lui ai tout de suite répondu nous organisons une réunion, si vous le voulez, avec l'association. Ils viennent au nombre qu'ils veulent. Je suis entouré de tous les collaborateurs compétents et nous répondons à toutes les questions. Cette association, ils sont venus à une dizaine de personnes, un peu moins. Et tout de suite, le président m'a dit nous sommes porteurs de... Tous les habitants sont contre, etc., etc. Et je lui ai dit écoutez, cher monsieur, la ZAD a été créée il n'y a même pas un an. Et un tiers déjà des personnes ont pris contact pour vendre leur maison. Il a évidemment accusé le coup parce qu'il ignorait ce genre de choses. Et en plus, c'est évident que c'était les maisons les plus cossues qui allaient être mises en vente. Et donc, ce sont les personnes les plus informées qui réagissaient vite. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, les entretiens, faute de temps, évidemment, mais je vais vous donner les 9 points que je retiens suite à cette expériences et qui sont liées évidemment à l'objet de notre table ronde. Tout d'abord, ce sont les personnes, je viens de le dire, qui possèdent les maisons les plus importantes et qui sont donc les mieux informées, qui ont pris les premiers contacts et qui sont donc les plus réactives. Deuxièmement, il ne suffit pas d'avoir raison pour avoir raison. Encore faut-il que les gens qui sont en face de vous l'admettent. L'architecte en a parlé tout à l'heure. Il est évident qu'il faut être dans la confrontation pour que les choses avancent. Je n'ose pas dire que les gens admettent, mais au moins que les choses avancent. Et même quand les gens entendent des arguments scientifiques, techniques, ils refusent de les admettre, et l'idée étant de minimiser le risque coûte que coûte. Quatrièmement, pour éviter l'expropriation, les idées les plus farfelues ont été émises par cette association, notamment de mettre en marche des pompes en pleine crue sur la Loire et de transférer l'eau sur le plateau de Beauce. On a facilement démontré qu'il fallait exproprier plusieurs villages pour sauver quelques maisons. Mais voilà le genre de fake news qui était quand même véhiculé par cette association. Et il y avait évidemment le rehaussement des digues, etc., etc. Nous avons répondu à toutes les questions. Ce président avait une maman qui avait 84 ans à l'époque
et qui avait vu naître ses enfants dans sa maison et qui avait vécu avec son mari qui était décédé. Cinquièmement, donc, l'émotionnel l'emporte sur le rationnel pour certaines personnes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils n'entendront jamais la vérité. Du débat, sixièmement, du débat et de la confrontation naissent parfois de bonnes idées, même souvent. Et septièmement, la bonne idée, nous avons compris, ça a été dit tout à l'heure, qu'il fallait impérativement, même si techniquement nous avions raison, il fallait un accompagnement social et psychologique pour aider les personnes, notamment les personnes âgées évidemment, même les autres, pour monter leur dossier, réagir, accepter le risque, etc. Il faut laisser un peu de temps au temps, même lorsque nous sommes dans des zones extrêmement dangereuses, malheureusement. Huitièmement, le fait de dialoguer avec les adversaires, ça a été dit, sans supprimer les fake news, en tout cas, permet de limiter leur nocivité. Et la neuvième constatation que j'ai pu établir, une fois les maisons achetées, il faut les détruire très vite pour éviter les squats, car on rajoute à ce moment-là du social à du social, et ce n'est pas l'objet de l'opération. Voilà, j'ai essayé de tenir en 5 minutes, Madame Mérad. Monsieur Lagotterie, merci beaucoup à la fois pour ce diagnostic et ces propositions. Et je vais repasser la parole à Monsieur Courant, qui, je l'espère, a pu... Oui, Monsieur Courant. Ça marche. Superbe. Alors, vous m'entendez ? Donc voilà, vous avez piloté le rapport sur la culture du risque et vous avez certainement plein de messages à nous faire passer pour faire en sorte qu'une culture scientifique et une culture du risque passe dans la société et avec la société. Monsieur Courant ? Oui, d'abord je vous remercie de m'avoir invité à votre anniversaire. Je suis ravi d'intervenir. Je tiens à préciser une petite chose. J'ai piloté le rapport, mais ce qui figure dans le rapport, ça sort pas de ma tête à moi. C'est d'abord une équipe qui a travaillé dessus. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans le rapport qui sortent de vos têtes à vous, parce qu'en fait, on a auditionné pas mal de personnes qui sont là actuellement. Donc, on a simplement posé un certain nombre de constats. Et à partir de là, essayer de formuler des recommandations qui nous paraissaient essentielles, pas trop, pour qu'elles soient appliquées et qu'elles soient extrêmement pragmatiques et réalisables surtout. Donc voilà, et pour tout vous dire, on est assez content quand même pour le moment du résultat. Enfin, il y a un petit moment d'autosatisfaction parce que pas mal de nos recommandations ont été reprises par Madame la Ministre. Maintenant, il faut les mettre en place. On parle beaucoup, j'ai l'impression, moi j'ai découvert un petit peu ce sujet il y a un an en fait, vraiment, enfin je connaissais les questions de risque en tant que journaliste pour avoir été sur différents terrains, mais j'ai découvert ce qui se passait un petit peu en France, j'ai découvert une chose extraordinaire, j'avais des experts autour de moi, dont Freddy Vinet, qui est là, qui connaît bien mieux le sujet que moi, mais j'ai été assez sidéré par une chose, c'est qu'il y a plein de bonnes initiatives, il y a plein de bonnes volontés, il y a plein de gens qui sont prêts à se mobiliser, mais c'est un peu le bazar, et il n'y a rien qui est fait. Donc, il y a un moment où je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et puis commencer à agir, parce qu'on peut faire des constats comme ça pendant très très longtemps, mais il faut commencer à agir. Alors, commencer à agir, pour moi, il y a une chose essentielle, c'est penser aux jeunes, les former, leur transmettre de la culture qui dépasse la culture du risque, qui soit de la culture de l'environnement, une culture scientifique, de savoir où on vit, dans quel environnement on vit, si on est à côté d'un fleuve ou d'une rivière ou d'un torrent qui monte vite, ou d'une rivière qui monte doucement, s'il y a des risques d'incendie, voilà, faut commencer par refaire une culture un petit peu de la nature par rapport aux jeunes. Et là-dessus, il y a un gros boulot à faire. Et malheureusement, les enseignants n'ont pas ou le temps ou les moyens de pouvoir développer tout ça. Il y avait une dame d'IFORM tout à l'heure qu'on avait auditionné assez longtemps, qui fait un boulot extraordinaire, mais qui malheureusement n'est pas trop relayé par l'éducation nationale. Donc il y a un vrai boulot à faire au niveau des enfants. Il y a un deuxième constat qui est évident. Enfin, je veux dire, les mères, il y en a beaucoup qui sont là, mais vous êtes dans une situation extrêmement pénible et délicate parce que c'est pas évident pour vous de discuter de ces sujets-là avec vos concitoyens. C'est pas très valorisant pour certains de dire qu'on est dans une zone à risque.
mais il faut arrêter de penser comme ça. Il y a tout à gagner à travailler, on pense, sur du long terme, savoir, ça a été très bien évoqué tout à l'heure d'ailleurs, travailler avec des solutions qui sont fondées sur la nature. Donc il y a toute une culture, mais les maires ont besoin d'être aidés. Et après, ça dépend si on habite dans une grande agglomération avec des grands services techniques ou si on habite dans une petite commune. Donc les maires ont absolument besoin d'être aidés, mais on a constaté aussi que c'était des maillons indispensables, même c'est la pierre angulaire, enfin c'est l'endroit, c'est eux qui ont la légitimité et la crédibilité pour faire passer des messages. Donc il faut les former, c'est évident. Trouver une façon de les motiver, il ne faut pas les contraindre, il ne faut pas passer par la contrainte. On a constaté que ça ne servait à rien de passer par les contraintes, des textes réglementaires, ça existe, les 10 crimes, ça existe. Tous ces textes avec un certain nombre d'acronymes auxquels personne ne comprend rien, ça existe, mais ce n'est pas appliqué. Il y a un monsieur d'une compagnie d'assurance, je crois, tout à l'heure, qui disait que 40% seulement des 10 crimes existaient là où ils devaient exister. Moi, je serais un peu plus pessimiste que ça. S'il y en a 40% qui existent, je pense que sur les 40%, il y en a bon nombre qui sont absolument illisibles et absolument pas attrayants à lire. Donc, il y a tout un boulot à faire là-dessus. Et puisqu'on parle des maires, il y a aussi des ambassadeurs qui sont extraordinaires. Malheureusement, j'allais dire, ce sont les maires qui ont été confrontés à un moment donné à une catastrophe. On a eu beaucoup d'échanges avec eux et d'un seul coup, comme tout le monde, sont des êtres humains comme tout le monde. On pense toujours que ça ne va pas nous arriver. Une fois que ça vous arrive, vous vous dites « Ah là, je commence à m'intéresser aux choses. Je vais peut-être commencer à bosser avec des gens qui vont m'aider à reconstruire ma commune, avec des architectes qui réfléchissent à la façon dont… » Voilà, et s'appuyer sur ces maires qui ont ces compétences et qui ont la crédibilité auprès de leurs confrères ou consorts maires, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc voilà, mais il y a une chance terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, qui sont prêts à se mobiliser. Il y a beaucoup d'expériences qui existent sur des territoires, mais qui malheureusement ne durent pas parce qu'il faut toujours des moyens pour faire durer les choses. Alors les moyens ne sont pas là, les gens passent plus de temps à chercher de l'argent en fait qu'à pouvoir faire leur travail. Donc il faut faire un petit peu les lignes maintenant pour se retrouver les manches et se mettre au travail. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Courant. Ça nous fait une bonne transition. Passer effectivement du diagnostic à l'action. Monsieur Somade, vous avez développé un label dont vous allez nous parler et vous œuvrez à ça. Vous œuvrez à ce travail avec les territoires. Je vous passe la parole. Merci. On essaye en tout cas. Oui, le label, on l'a créé il y a 10 ans. Il s'appelle Pavillon Orange. On a changé de nom récemment pour le label Résilience France Collectivité parce qu'on va le décliner avec le Résilience France Entreprise qui va sortir dans quelques semaines. Et donc, l'idée, c'est toujours la même. Le constat est toujours le même. C'est que les plans communaux de sauvegarde qui étaient prévus par la loi de modernisation de la sécurité civile qui commence un peu à dater, écoutez, les maires l'ont pas pris parce qu'on est dans une culture en France où c'est toujours l'autre qui va venir nous aider. Alors pour le maire, c'est le préfet, pour le préfet, c'est la zone, etc., etc. Alors ce qui n'est pas faux, en soi, parce qu'il y a une solidarité, il y a une montée en puissance, c'est normal tout ça. Mais ça a une tendance à que le plus bas de l'échelle se décharge un peu du sujet. Alors effectivement, les plans communaux de sauvegarde, ils sont pas faits, ils sont mal faits, qualitativement, ça vaut pas grand-chose. Donc on a eu l'idée, il y a 10 ans, de faire ce label, pour lequel nous changeons et nous adaptons les questions chaque année, pour lequel nous essayons de consulter des experts et d'avancer. Et je dirais, ça marche avec les bons élèves. On a les bons élèves qui, tous les ans, ça va. Maintenant, pour aller chercher les mauvais, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Quand je dis les mauvais, c'est pas péjoratif, mais je veux dire, on a aussi à peu près la moitié des villes qui essayent le label, mais qui sont rejetées, qui n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort qualitatif suffisant. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, nous avons créé un label qui est fait pour les villes moyennes et les grandes villes, plus que pour les petits villages, on va le dire. Et c'est un des axes de développement pour nous, pour faire pour les petites villes et aider les petits maires. C'est vrai que c'est un autre sujet parce que c'est plus complexe. Alors, la PPL Matras va ouvrir le problème de l'intercommunalité, puisque, comme vous savez, une ville qui sera, enfin un village ou une ville qui sera soumise à PCS, ça sera tout le PCI qui sera soumis à PCS, et avec la création d'un
un plan intercommunal de sauvegarde. Donc il ne faut pas non plus tomber dans des systèmes, et là je rejoins, qui soient trop administratifs, trop lourds. Un plan communal de sauvegarde, c'est avant tout des gens qui se sont appropriés le sujet, qui ont fait des fiches réflexes, qui connaissent leur environnement et qui connaissent, je dirais, le dispositif global de prise en charge. Alors, lorsqu'on parle PCS, on parle planification. La planification en France, elle est dense, elle est complexe. Quand vous prenez le risque naturel, le risque technologique, le terreau, le machin, etc., c'est lourd. C'est lourd. Et il y a très peu de gens qui connaissent ça. C'est ce qu'on appelle la sécurité nationale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un vrai problème de transversalité, parce que si vous prenez tout en machin, vous n'en sortez jamais. Et là, c'est pas 30 acronymes, hein. On est sur 200, hein, ou 250. Donc c'est très complexe. Donc il va falloir travailler là-dessus pour simplifier. Et on a un deuxième problème, qui est, je rejoins tout à fait les aspects psychologiques, bien que je diverge un peu sur le problème. Je pense que la résilience psychologique des personnes est essentielle à la résilience globale. On est tout à fait d'accord. Mais cette résilience psychologique, à mon avis, elle se fait avant. Après, vous récupérez les morceaux. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité, vous récupérez les morceaux, mais si vous avez la ceinture, c'est quand même mieux. Et bien, la résilience, je pense que c'est un petit peu la même chose, et la dimension psychologique doit être absolument prise en compte en amont. En amont. Et ça, c'est compliqué. Alors, ça se fait très bien à l'école, avec les jeunes, mais il faut leur expliquer que tout le monde ne sera pas aidé, 72 heures d'autonomie, pourquoi ça existe, comment, enfin bon, tout ça, il y a toute une culture à développer. Et puis à l'autre bout, je dirais tout en haut de notre État, il faut admettre que les phénomènes extrêmes, on les planifie un peu mieux qu'avec une dizaine de PowerPoint ou quelques classeurs que personne n'a lu ou que personne ne lira, même en période de crise. Je fais référence peut-être à une crise récente qui nous a occupés pendant quelques dizaines de mois, là, et qui n'est peut-être pas finie. Mais je vais prendre quelque chose de plus dans les risques naturels. Moi, j'ai été assez choqué, entre guillemets, et comme le président Kert nous a dit, on a la parole libre, donc j'ai été choqué de voir le président de la République descendre de l'avion au moment d'Irma et de dire « Oh, catégorie 5, c'était imprévisible ». Il y en a presque tous les ans sur la zone. Ce qui est imprévisible, c'est que le couloir passe sur Saint-Martin. Mais le catégorie 5, non. Et puis quand on fait une salle de crise de préfecture au dernier étage avec une baie vitrée, excusez-moi, le niveau de préparation, on n'y croit pas. Donc il y a un problème de sous-préparation psychologique aux événements extrêmes, qui est au plus haut niveau, et une catégorisation de ces événements par créneau ministériel, compétences, machin, qui fait qu'on manque, malgré les efforts du SGDSN et de l'interministérialité, réellement d'une démarche globale. Alors, comme vous le savez, je pense qu'après cette crise, le SGDSN est en train de faire une démarche globale de résilience nationale qui va être soumise au Premier ministre dans les semaines et mois qui viennent. Alors, je ne sais pas si ça sera tranché avant les échéances que nous connaissons l'année prochaine ou après, mais la démarche me semble importante et intéressante, parce qu'il faut à la fois comprendre les phénomènes extrêmes, mieux les planifier, mieux décentraliser, et avoir des actions communes sur l'ensemble, et avoir aussi de la spécificité technique. Parce que vous avez raison, la prévention, c'est technique, la préparation, ça l'est un petit peu moins, mais quand même aussi, hein, voilà. Et puis, le coup d'après, et là, je terminerai là-dessus, parce que je sais que j'ai que 5 minutes, je pense qu'on n'a aucune planification du coup d'après. La planification post-crise n'existe pas dans notre pays. Or, on perd un temps fou à chaque fois à se dire comment on va refaire. Alors que sur un événement extrême, même d'une probabilité extrêmement rare, ou d'une occurrence extrêmement rare, pour être plus précis, je pense qu'on peut prévoir un certain nombre de choses. Donc, globalement, il y a beaucoup de pain sur la planche en termes de planif et en termes de prise de conscience, aussi bien de nos populations que de nos hauts dirigeants. Voilà. Un grand merci, Monsieur Somad. Et je suis sûre que maintenant, les questions vont fuser. Donc, je vous rappelle juste le temps, il est 12h15. 12h15, nous devons reprendre à 14h. Donc, ce sera à vous de vous modérer si vous voulez aller manger juste après. Donc, on va commencer par les questions dans la salle et je demanderai à Esther de nous partager avec nous un certain nombre de questions qui ont été posées en distanciel.
Allez-y. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Anne Panté, je suis professeure de génie civil au pôle génie civil normand qui regroupe l'Université du Havre avec la faculté des sciences et techniques, l'IUT et le département génie civil de l'INSA de Rouen. Nous avons actuellement 15 étudiants qui sont en train de vous écouter dans le cadre de leur module sur les risques naturels, les risques environnementaux, dans leur formation qui s'appelle Ingénierie, Sécurité, Incendie et Structure. Merci. Donc, je représente également la UGC, l'Association universitaire de génie civil, qui a pris en charge cette activité sur les risques depuis environ une vingtaine d'années, en organisant des ateliers sur cette problématique. Nous y avons reçu plusieurs personnes, Madame Devancé notamment, dont j'ai vu qu'il y avait un hommage. Et nous avons réalisé un travail qui a été mis en place sur une plateforme maintenant de e-learning qui a regroupé un grand nombre d'universités françaises, Chambéry, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Le Havre, Nancy, sur ces problématiques de risques naturels, à la fois l'après-mine, à la fois les risques environnementaux, sites et sols pollués, toute la problématique des glissements, des mouvements de terrain qui sont étudiés dans les cours de géotechnique de ces formations. Donc, c'est maintenant dans tous nos instituts de génie civil est mis en place un cours plus ou moins développé, suivant bien sûr les maquettes pédagogiques sur les risques et aussi la vulnérabilité des ouvrages. Et ce qui nous manque, c'est la connaissance des aléas géologiques. Beaucoup de travaux ont été faits, c'est la vulnérabilité de notre bâti. Or, notre bâti, nous avons un patrimoine ancien qui date parfois, pour certains, de plusieurs siècles. Et on a une méconnaissance, parce qu'on n'a pas les plans, parce qu'on n'a pas les techniques constructives de l'époque, on a une méconnaissance de ces ouvrages anciens qui vont être les premiers affectés en cas de sinistre. Sur les ouvrages plus récents, on a des réglementations, les eurocodes, le parasismique, sur le béton, les actions, les sollicitations, la géotechnique. Sur les ouvrages récents, des choses se réalisent, mais la vulnérabilité des ouvrages anciens, il y a encore énormément de choses à proposer. Donc, j'entendais un maire qui parlait de l'imperméabilisation. Alors, il est vrai que l'imperméabilisation des sols en milieu urbain va provoquer une augmentation des niveaux d'eau. Mais il existe maintenant des techniques de revêtement qui laissent circuler les sols. Il existe des chaussées poreuses, il existe des solutions techniques, des toitures végétalisées qui stockent l'eau. Malheureusement, quand on propose ce genre de situation, il y a un coût. Et parfois, il est moins cher de faire une route classique au lieu d'une route réservoir ou d'imperméabiliser avec un bitume, alors qu'on pourrait mettre des pavés drainants. Donc cet aspect coût doit être également posé si on veut traiter cette prévention des risques et trouver des solutions. Merci Madame d'avoir mis en évidence cette question des vieillissements des structures et des infrastructures, mais aussi cette question des compromis de coûts. Qui veut, avant de répondre, on va recueillir les différentes questions. Oui. Christian, oui. Oui, bonjour, je suis Christian Huglot, je co-dirige avec Corinne Lepage le cabinet Huglot-Lepage. Nous avons été engagés sur la question des risques naturels, notamment dans l'affaire de la faute sur mer, les risques technologiques, la Mococadie, etc. Nous sommes très préoccupés actuellement par ce que j'appelle la catastrophe lente, qui est la question du réchauffement climatique. Je travaille beaucoup actuellement sur ce qu'on appelle l'étude d'impact climatique. Et je crois que sur les exposés qui sont sortis tout à l'heure, les choses les plus importantes, c'est la participation, c'est l'implication, effectivement, de la population sur ces questions-là, puisque beaucoup de progrès reposent sur la société civile. Puisque nous avons obtenu, comme vous le savez, du Conseil d'État une décision qui oblige le gouvernement à planifier son travail d'ici mars 2022. Alors la question de savoir, comme c'est une question cruciale et que j'ai à côté de moi d'éminents spécialistes, est-ce que vous pensez
poursuivre vos travaux sur cette question de la catastrophe lente, l'étude d'impact climatique, où on n'est pas seulement dans la précaution, mais surtout dans la prévention. Hein, il y a les deux volets, il y a adaptation et réduction. Mais c'est un immense travail et vous avez un volet pour l'avenir absolument fabuleux. Voilà. Mais comme j'ai besoin de soutien scientifique, d'avis et d'experts, je suis très heureux de rejoindre votre association et de travailler avec vous sur ces questions difficiles. Merci Christian. Christian qui est aussi membre du conseil scientifique de la FPCN. Merci Régis Thépaut. Donc, je voulais rebondir sur l'intervention de Marie-France Beaufils, Pierre Descorps et de Philippe Lagotterie. Donc on est sur une table ronde qui est vraiment, à mon avis, au cœur du sujet, culture du risque et résilience, c'est comment développer des comportements adaptés face au risque. Et mon intuition, mais je voudrais avoir votre avis, notamment j'ai adoré l'exemple du déversoir de la bouillie, hein, puisqu'on a travaillé ensemble avec Philippe, c'est qu'il faudrait avoir des techniques, il faudrait avoir des politiques publiques, surtout face toujours aux événements extrêmes qui vont arriver avec le changement climatique, qui sont différents, suivant qu'on est sur des territoires qui ont été impactés de vie d'homme par cet événement ou pas. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, si on avait eu 20 ans avant, 30 ans avant, j'imagine que les comportements des abrutis qui étaient juste à l'aval des déversoirs et qui ne voulaient pas bouger auraient été différents. Donc comment arriver on a deux grands risques d'inondation en France sur la Loire et sur la Seine. Les inondations qu'il y a eu il y a 2 ans, il y a 3 ans sur la Seine, c'est rien du tout. Hein, c'est 2 mètres en dessous de ce qu'on pourrait avoir. Tout le monde se dit « ouais, grande crue, super, c'est bon ». Non, non, on n'a rien réglé. Donc comment arriver à franchir cet obstacle psychologique et faire qu'on ait effectivement des comportements adaptés dans ces zones où malheureusement, ou heureusement peut-être, plutôt heureusement, il ne s'est rien passé depuis une vie d'homme. Merci Régis. Alors, sauf s'il y a une autre question, je vais passer une dernière question. Merci. Donc tu soulèves la question du déni des risques. Merci. C'est une question très rapide et je voudrais appuyer ce qu'a dit Christian Somade il y a quelque temps. C'est la sortie de la crise et comment on fait. Et non seulement parce que c'est un problème pour toutes les communautés et tout, mais puisque je m'occupe très souvent plutôt des projets de développement, de projets que l'on impose, n'est-ce pas, au monde. Il n'y a pas de exit strategy, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qui va se passer lorsque les experts se retirent. Et là, voilà. J'ai vu par contre des exemples, par exemple aux États-Unis, où s'il faut utiliser les transports, c'est les camions de Coca-Cola, c'est les gens qui font le trajet général qui font ces choses-là. Voilà. Mais je crois que c'est une réflexion qu'il faudrait vraiment regarder à la FPCN. Merci beaucoup et merci pour toutes ces propositions de pistes d'intervention. Tu veux poser une question? Non. Une autre question dans la salle? Non? Alors, 2 dernières questions et rappelez-vous, si vous voulez aller manger et revenir dans la salle l'après-midi, il va falloir faire court sur vos questions, comme ça notre panel y répondra dans un temps. Le challenge, 2 minutes et demie, rappelez-vous, en réponse d'une pierre, plusieurs coups. Oui. Oui, Joanne Bonneau, donc je me permets d'intervenir parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'échange depuis 2 ans, depuis mon entrée à la FPCN. Je pense que pour mon antériorité, hein, parce que j'ai commencé dans les bureaux d'études, je pense qu'il y a des débats qui sont importants. On parlait du déni. Le déni, on peut s'en rendre compte parce qu'on est sorti d'une culture scientifique et parce que nous savons que tout peut arriver, mais que ce n'est pas fatal. N'est pas inéluctable. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut travailler en termes de l'éducation, pendant le cursus, je dirais, qui est commun, le cursus scolaire, mais également après. C'est pour ça que je vois M. Courant que par rapport à tout son travail, qui a touché aussi bien les scolaires que, je dirais, même les adultes, il faut répéter. Il faut répéter, c'est le principe même de l'éducation nationale, lorsqu'on passe du collège, même dans le primaire jusqu'au lycée. Après, c'est vrai, il y a des pertes, mais je pense que la culture scientifique, la culture du risque, pour qu'elle soit efficace, doit être tout au long de sa vie. Et c'est un projet qui est de société et pas seulement, malgré tout, de personnes qui sont motivées. Donc ça doit s'inscrire, à mon sens, dans les politiques publiques, mais pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, je voulais rebondir sur ce que Fred Courant a dit concernant le timing. Je pense qu'effectivement, nous sommes dans
une situation un peu d'urgence par rapport à quand même tout ce qu'il y a à faire. Et par rapport à la question qui est posée de comment favoriser le développement et le déploiement de la culture du risque, je pense que la FPCN a un rôle important effectivement à jouer, notamment pour favoriser la reconnaissance mutuelle des outils et moyens développés par les acteurs, puisque Christian Sommad a évoqué le futur label Résilience Entreprise. Il se trouve qu'à l'association Résilience, on a aussi développé et mis en place, et il est déjà en œuvre, un label pour les activités économiques, mais on s'est bien sûr parlé avant que tout ça n'émerge, et on voit les complémentarités, ne serait-ce qu'entre ces outils-là. Et je pense qu'il y a plein de complémentarité entre tout un tas de choses qui se passent dans la communauté des acteurs de la prévention des risques. Et donc je pense que la FPCN peut vraiment jouer un rôle de contribuer à la lisibilité de tout ça. J'interroge aussi la FPCN par rapport au déploiement ou à l'identification de relais dans les territoires, en fait, c'est-à-dire de ne pas être seulement une structure nationale, mais d'être vraiment au contact du terrain par le biais des acteurs adhérents. Et puis, je pense que les prescripteurs que sont les bureaux d'études, voilà, est aussi très important. On a bien sûr l'exemple d'un architecte parmi nous, mais je dirais que les services de l'État, les moyens des services de l'État étant malgré tout limités par rapport à l'ampleur de la tâche, les bureaux d'études, en fait, s'approprient complètement la réglementation et ont ce rôle, en fait, de la transmettre aux collectivités qui les emploient. Donc, je pense que ces bureaux d'études ont à être reliés davantage et partager davantage la culture du risque aussi avec les services de l'État en local. C'est déjà le cas, mais peut-être que ce soit encore plus développé. Et j'ai été étonnée d'entendre l'expression tout à l'heure concernant, enfin, l'expression que vous avez utilisée un peu d'adversité quand vous avez accueilli le vocabulaire que vous avez utilisé m'a un petit peu étonnée de percevoir en fait des associations qui sont militantes ou qui défendent leurs intérêts comme pouvant être en opposition. Alors de point de vue oui, mais en fait je pense que tout le monde est concerné par... Enfin voilà, j'étais un peu surprise du vocabulaire que vous avez utilisé, mais voilà, c'était une simple remarque. Un grand merci. Donc, challenge pour notre panel. Répondre en 2 minutes 30 respectivement. Alors, je commence dans l'ordre. Monsieur Courant, vous voulez réagir? Vous saisir de quelques questions ou interpellations dans la salle? Oui, écoutez, il y a beaucoup de questions. D'abord, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, ça m'a choqué, je vais être franc, qui a dit il y a des abrutis qui restent là et tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler comme ça des gens. Je pense qu'il faut arrêter de dire que les gens ont des comportements inadaptés. Bien sûr, dans les faits, ils ont des comportements inadaptés, mais il faut surtout s'interroger pourquoi ont-ils des comportements inadaptés? Est-ce qu'ils ont été bien informés? Est-ce que le travail d'information qui incombe à des responsables à un moment donné, ou quel qu'il soit, est-ce que le travail de formation, est-ce que tout a été fait pour faire en sorte que le plus de citoyens possible soient conscients de l'endroit où ils vivent? Donc je pense qu'il faut prendre les choses dans un sens un petit peu plus positif, il faut passer à l'action maintenant. Tous les constats ont été faits, vous êtes extrêmement nombreux à travailler depuis des années sur ces sujets-là. Nous, en fait, le travail qu'on a fait est extrêmement simple. On y a passé beaucoup de temps, je vais vous dire. Mais en fait, il est simple. Tout est déjà écrit dans des rapports parlementaires, après Lubrizol, après toutes les catastrophes, il y a eu des rapports parlementaires ou des rapports d'experts qui racontent exactement ce qui s'est passé et qui trouvent les solutions. Il y a un truc qui est quand même assez sidérant, c'est que ces rapports existent, mais derrière, il n'y a rien qui a été fait. Donc maintenant, moi je pense, je suis désolé de vous parler comme ça, mais il faut bousculer un petit peu les choses, il faut passer à l'action et il faut coordonner les choses. Alors maintenant, est-ce que c'est le rôle de l'AFPCN d'être un organisme fédérateur au niveau national et tout? Nous, on n'a pas voulu s'engager là-dedans, on ne veut pas créer des polémiques entre les organismes qui sont en place, qui ont tous besoin de vivre, etc. Mais il faut aujourd'hui coordonner les choses, il faut être extrêmement pragmatique et il faut qu'il y ait... des gens qui connaissent le sujet, qui s'engagent et qui coordonnent un petit peu toutes les actions qu'il y a à faire en France. Ça, c'est super important. Merci, Monsieur Courant.
Je passe la parole à Monsieur Lagotry. Monsieur Lagotry. Oui, alors, ça va être un peu en vrac. Comment lutter contre la résistance psychologique? Certains ont dit que ça se faisait avant. Je suis tout à fait d'accord, évidemment. Il faut travailler sur l'information, mais bon, ça ne suffit pas. C'est un tonneau des Danaïdes, je ne vous apprends rien. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait un manque de connaissance de l'aléa. Alors, je dirais de certains aléas, parce qu'il y a des aléas qu'on connaît très bien quand même, hein, notamment sur les inondations aujourd'hui. Oui, sur le bâti. Voilà, on connaît très bien les aléas. Peut-être pas les séismes, etc., les éruptions volcaniques, mais certains aléas sont bien connus quand même. Et il faut justement que les gens, les sachant, puissent exprimer ce qu'ils savent, évidemment. Désimperméabilisation, ça a été dit tout à l'heure. Je signale que l'agence de l'eau Seine-Normandie, comme d'autres agences, finance la désimperméabilisation dans certains cas, évidemment. Sur la participation et le travail sur le déni, je pense qu'il faut répéter. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. La pédagogie, c'est la répétition. Et c'est vrai qu'on a tendance, un fonctionnaire est là pour 6 ans, une fois qu'il a fait son boulot, il est content, puis celui qui suit va pas reprendre ce qu'a fait l'autre, il va essayer d'innover, de trouver autre chose, alors qu'il faut continuer à travailler sur la pédagogie, ça ne s'arrête jamais. Le plan Loire, enfin, franchement, moi je suis toujours sidéré de voir que des gens mettent leurs meubles dans les sous-sols, dans zone inondable. C'est tellement ahurissant. J'évoquais avec Madame Mérad que j'avais des industriels dans le Val-de-Loire qui mettaient tout leur stock à vendre au rez-de-chaussée. Alors que s'ils ont une inondation, non seulement ils ont l'inondation pendant 15 jours, mais en plus leur stock, ils n'ont plus rien à vendre. Donc c'est la faillite sur la faillite. Alors qu'il suffirait de les percher à 1,50 m en haut. Enfin bon, voilà. Donc, mais c'est pour ça, il faut répéter continuellement. Et le dernier élément que je voulais signaler, c'est qu'il faut évidemment mettre la nature toujours au centre de nos réponses par rapport au risque, parce que l'artificialisation du milieu que prônent certains, évidemment, est quelquefois nécessaire, mais elle a souvent des conséquences qui sont mal maîtrisées, et plus dure sera la chute. Donc je pense qu'il faut souvent revenir à des phénomènes naturels pour que la nature puisse se libérer, notamment les zones d'expansion de crues, etc. L'architecte, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, et on peut construire intelligemment, même en zone inondable, mais je vais vous donner un élément. Je suis le seul à m'être abstenu au vote du PRGI de Seine-Normandie il y a 7 ans, parce que explicitement n'est pas écrit le fait qu'il faut arrêter de construire en zone inondable en région parisienne. C'est sous-entendu, limité. Il y a des verbes qui disent des choses, mais il n'y a pas écrit. Il faut arrêter. Qu'on construise en hauteur, oui, mais en surface, non. Voilà. Monsieur Lagotry, un grand merci. Monsieur Somad, vous avez plein de choses à dire. Oui. Excusez-moi, dernier élément. Monsieur Somad, excusez-moi. J'ai été interpellé aussi sur l'agressivité que j'ai eue vis-à-vis de l'association. Évidemment, j'ai beaucoup de respect pour les associations, ayant été DRAE pendant 9 ans et d'IREN pendant 15 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec elles et je suis maintenant FNE, donc vous imaginez bien que j'ai beaucoup de respect. Cependant, cette association venait avec une agressivité énorme et puis le préfet m'avait prévenu. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais exprimer le ressenti que j'avais. Mais j'étais très heureux d'avoir discuté, car il faut confronter. Il faut se confronter, alors oui, c'est un peu guerrier, avec les adversaires pour que les fake news, disons, s'atténuent. Merci beaucoup. Monsieur Somad. Oui, moi je voulais simplement remercier M. Fred Courant pour son rapport, mais je vais le taquiner un petit peu, on aurait pu faire le même il y a 10 ans. Donc je crois que le phénomène le plus marquant, et là il faut peut-être remercier la ministre, Barbara Pompili, c'est d'avoir pris le sujet à bras-le-corps et de vouloir en faire une politique. C'est ça le vrai sujet, c'est la vraie rupture, je dirais, que l'on constate tous depuis 72 heures, et je crois que c'est ça l'important. Et donc l'important, c'est de savoir comment ça va se transformer, comment ça va perdurer. Parce que, comme le disait monsieur, très souvent dans la fonction publique, il y a des initiatives, et puis alors on est dans la sinusoïdale des 3 ans de chef de bureau, ou de directeur, ou de sous-directeur. Donc le problème, il est là, hein, c'est que la continuité de l'État, moi j'ai l'habitude de leur dire, si vous me fermez la crèmerie, j'irai en voir une autre. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un manque de suivi terrible. Or, ce sont des sujets qu'on appelle aux États-Unis bipartisans, sinon on pourrait les appeler multipartisans, mais c'est pareil. Je veux dire, c'est des sujets de société civile extrêmement importants. Donc moi, je pense que
c'est une excellente nouvelle que nous avons depuis quelques jours. Il faut veiller tous ensemble, cette communauté, à faire en sorte que ça perdure et qu'on décline réellement des choses avec des budgets qui soient corrects. On ne demande pas des fortunes, mais il faut des budgets corrects pour les acteurs pour pouvoir mener ces politiques. Et il y a un effet des multiplicateurs, et je terminerai sur ce chiffre, que tout le monde connaît dans cette maison, c'est qu'1 euro dépensé pour la prévention et la préparation, c'est 7 euros de moins après. Et si on l'avait fait pour la pandémie, je peux vous dire que ça coûterait beaucoup moins cher. Ça aurait coûté beaucoup moins cher. Donc, et là, on parle en dizaines de milliards, enfin, nous a coûté 200 milliards. Mais enfin, on aurait pu probablement économiser plusieurs dizaines de milliards. Donc, vous voyez bien que le sujet, c'est pas un sujet sur la crue centenale à Paris, sur un séisme sur la Côte d'Azur, sur le plan séisme dans les Antilles. On parle pas de cacahuètes. On parle de dizaines de milliards. L'unité de compte d'une catastrophe naturelle majeure, aux États-Unis, on le voit, ou que ce soit non pas Fukushima, mais Sendai, on parle en unité de 100 milliards. Donc, je veux dire, c'est des choses qui interpellent les gouvernements et les organisations au plus haut niveau. Donc, je ne comprends pas que tout ça, en bas, on n'arrive pas. On n'arrive pas, on a des filtres, et puis alors là, le ruissellement n'atteint pas le terrain sur lequel nous sommes. Donc, il faut se battre, je pense, pour cela, et je pense qu'on a besoin de tout le monde là-dessus. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Somad, pour ce mot challengeant. Est-ce que je peux me permettre Ah oui, Monsieur Courant, si vous pouvez afficher. Réagir parce que... Oui, Monsieur Courant. J'adore que vous me taquiniez, parce que vous avez parfaitement raison. On aurait pu le faire il y a 10 ans, c'est exactement ce qu'on a constaté. D'ailleurs, moi, les personnes qui connaissent bien le sujet, qui font partie du groupe de travail, l'ont constaté depuis très longtemps. Simplement, il n'y a pas du tout d'idée politique dans ce que je vais dire, parce que la politique n'a rien à voir là-dedans. Je n'ai pas d'engagement avec Madame Pompili, rien, je ne la connaissais même pas d'ailleurs avant. Mais effectivement, il y a un point, il me semble positif, c'est qu'il y a une vraie volonté politique. Moi, je l'ai ressenti comme ça, et en discutant avec elle, j'ai senti une vraie volonté politique. Donc maintenant, c'est aux acteurs qui travaillent dans ce domaine-là d'en profiter et de surfer sur cette vague et d'y aller. Alors évidemment, il faudrait qu'il y ait des moyens qui soient bloqués. Il faudrait qu'il y ait, un peu de ruissellement qui se fasse, mais il faut surfer vraiment sur cette vague parce qu'il faut en profiter. Il y a une vraie volonté politique de le faire. Il y a une vraie volonté d'inscrire cette culture du risque comme une culture générale, en fait, de notre environnement, de s'adresser aux plus jeunes. Ça va prendre beaucoup de temps, hein, ça ne va pas se révolutionner d'un seul coup. Ça dépasse simplement l'enseignement de quelques gestes barrières face à une catastrophe. C'est vraiment une culture qu'il faut développer, mais il faut en profiter parce que je crois qu'il y a une volonté politique. Et encore une fois, je tiens à le dire, sans engagement politique aucun de ma part. Mais je crois que c'est plutôt bon signe en ce moment, donc allez-y. Merci à vous. Je vais vous demander, je vais passer juste un instant la parole à mon collègue François Gérard. Oui. Vas-y, tu peux commencer à parler, ça va s'activer. Oui, ça marche. Donc juste merci à tout le monde. Donc ça va alimenter le livre blanc. Mais je voudrais faire juste une petite remarque en dépend qui peut montrer les difficultés qu'on va avoir. Quand il y a eu AZF, sur qui tout le monde est tombé? Sur Total. Quand il y a eu Lubrizol, sur qui tout le monde est tombé? Sur l'État. Et on a complètement oublié d'accuser l'industriel. Et ça, c'est une révolution des mentalités qui est très intéressante et qui doit nous inciter à bien réfléchir comment on développe la culture du risque. Merci beaucoup, François. Alors, je vais vous demander de vous joindre à moi pour remercier les membres du panel. Et je vais demander, avant que l'on lève la séance de cette matinée et qu'on puisse rejoindre les restaurants, je vais demander à Christian de venir pour la photo. Alors, on va appeler, effectivement, nous avons alors voilà. Donc, je vous appelle. Hein. Marie-France, voilà. Marie-France Beaufils, je vais vous demander de venir. Yves Dauge et Maud Devez.